Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, management, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, étude passionnante de France Stratégie sur ce concept très défini d'ailleurs sur qu'est-ce qu'un emploi de qualité. On va en parler dans quelques instants avec Vincent Donne. Il est le chef de projet de France Stratégie à l'origine d'une étude justement sur la qualité de l'emploi. Le cercle RH et les enjeux de recrutement, c'est un sujet important. Enjeux RSE, comment faire matcher recrutement et enjeux RSE. On va en parler avec deux personnalités, Caroline Gagliardet, partenaire chez Yourside, et puis Jean-Claude Legrand, qui est le directeur général des relations humaines au sein du groupe L'Oréal. Et puis le livre de Smart Job, le personal branding. Alors c'est un concept qui date, mais qu'est-ce que c'est exactement? On est un peu tous le produit de nous-mêmes et on en parlera avec Marie Beauchesne, créatrice de la méthode Brand Me Baby. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec devant moi une étude de France Stratégie. Alors, je présente Vincent Donne parce que vous êtes chef de projet justement chez France Stratégie à l'origine de ce travail qui est vraiment un travail extrêmement sérieux, didactique sur la qualité de l'emploi, avec des critères, avec un tableau à double entrée, des secteurs et des critères, parce que c'était ça la méthodologie. C'est intéressant parce que sur ce plateau, on en parle tout le temps, de cette qualité de l'emploi, mais là, vous l'objectivez. On y voit clair. C'était ça l'objectif. Oui, effectivement. Bonjour. Et effectivement, si on regarde un petit peu traditionnellement, en France, la qualité de l'emploi, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est pas vraiment un objet de politique publique. On va avoir des politiques rémunération, on va parler conditions de travail, mais on n'a pas un peu cette approche un peu intégrée. Et l'une des raisons, justement, qui est souvent avancée, c'est l'idée que, justement, on a du mal à objectiver cette notion-là. Pourtant, si on regarde, on va se rendre compte que pas mal d'institutions internationales, l'OCDE, le BIT pour pas les nommer, eux travaillent ces sujets-là depuis un certain nombre de temps. Il y a une littérature assez académique, assez fournie sur le sujet. Et justement, cette littérature, elle montre bien que la qualité de l'emploi a un effet positif, évidemment, sur le bien-être des salariés, évidemment, sur la compétitivité des entreprises et bien sûr, sur l'attractivité des métiers et des emplois. La méthode, c'est 24 indicateurs que vous avez rangés dans 6 dimensions. Alors, il y a la durée du travail, il y a les contrats, il y a les émotions, il y a les risques psychosociaux parmi ceux qu'on connaît. Et puis, vous avez classé par secteur. Il y a des secteurs avec des métiers où il fait bon vivre, puis des métiers, secteurs... On découvre, et bon, j'ai envie de dire, on défonce un peu une porte ouverte, mais c'est important de la voir scientifiquement, qu'il y a des secteurs sous tension, qui ne sont pas si bien payés que ça, carrière hachée, et qui sont des métiers essentiels, et vous dites, attention, si on ne fait pas d'efforts, en 2030, on va avoir quelques ennuis. C'est vrai que nous, on regarde les 15 métiers qui ont les déséquilibres anticipés les plus importants en raison de 2030, ceux donc, qui ont des besoins de recrutement. Les gardes d'enfants. Exactement. Et on regarde leur qualité de l'emploi. Et là, pour le coup, comme vous le dites, finalement, on s'y attendait un petit peu, mais on voit bien de manière objectivée qu'il y a des gros points d'alerte sur un certain nombre de dimensions de qualité de l'emploi, et notamment sur des métiers essentiels, comme vous le dites, notamment dans les services publics, la petite enfance, les métiers du grand âge. Et quand on sait les liens évidents qu'il y a entre cette attractivité des métiers et cette qualité de l'emploi, nous, ce qu'on dit, ce sont ces métiers-là sur lesquels il faut se concentrer en priorité. On voit quand même qu'il y a un débat sur la nature du contrat, parce que vous l'avez classé, CDD, CDI, précarité, intérim, et puis aussi un vrai sujet sur ces métiers en tension, sur le niveau de salaire. Enfin, c'est clairement indiqué. Ce sont des salaires qui sont assez faibles, et ce sont des métiers pénibles. On est d'accord, c'est bien ça les deux critères qui viennent évidemment créer une tension sur ce secteur. Alors, effectivement, la question des salaires, elle est essentielle. Après, vraiment, ce qui est intéressant avec cette approche un peu qualité de l'emploi, c'est que c'est multidimensionnel. Et on se rend compte, nous, on a regardé un petit peu, l'impact des salaires, mais aussi de la qualité de l'emploi en enlevant la question des salaires sur, typiquement, la satisfaction professionnelle. Et ce qu'on remarque, c'est que, finalement, la satisfaction professionnelle est autant influencée par les salaires que par la qualité de l'emploi
non pécuniaires, on va dire. Donc, c'est-à-dire ce que vous disiez, les conditions de travail, les conditions d'emploi, mais aussi, question souvent un peu oubliée, la question des perspectives de carrière et des trajectoires professionnelles. Ça, vous le dites bien. Ça, cette approche dynamique, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de beaucoup défendre dans la note, parce qu'on va se rendre compte que les gens, finalement, ont tout à fait conscience du fait que certains métiers n'ont aucune évolution de carrière. Les enferment, en fait. Et typiquement, si on prend un métier, par exemple, pour ne pas le nommer, genre aide à domicile, déjà, c'est un métier difficile, mais c'est aussi un métier où les gens savent que derrière, il n'y a pas de perspective d'évolution. Et du coup, aller là-bas, aller s'orienter vers ce métier-là, c'est prendre le risque, finalement, se retrouver dans une sorte d'impasse. Je voulais quand même préciser, Vincent, que France Stratégie dépend du Premier ministre. Ça veut dire que cette note, elle doit normalement permettre de déployer ensuite quoi ? Des politiques publiques, des lois, des projets de loi. Parce que là, il y a des contre-mesures intéressantes. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Est-ce qu'il faut inventer une autre manière d'engager les collaborateurs ? La note ne le précise pas, mais ce sont des pistes de réflexion que vous avez finalement. Alors effectivement, le but d'un travail comme ça, déjà, première chose, c'est créer le réflexe de suivre la qualité des emplois de manière multidimensionnelle à l'échelle des métiers. C'est d'abord pour le législateur, pour les pouvoirs publics, qui sont nos interlocuteurs naturels, mais c'est aussi pour pouvoir alimenter les acteurs économiques, notamment dans le cadre de leurs négociations de branches, demain peut-être d'entreprises. Et on essaye effectivement là, d'abord de pointer un peu les éléments de diagnostic avec certaines dimensions. Et ensuite, là, je suis en train de travailler actuellement sur une seconde note, là, un peu plus qualitative, avec l'idée de pouvoir identifier des leviers d'amélioration en fonction, justement, de ces points d'alerte de qualité de l'emploi qu'on a identifiés pour certains métiers. Ça veut dire que ces documents sont utilisés, évidemment, on l'a entendu par le Premier ministre, ses équipes, ses conseillers et les députés, mais j'ai le sentiment qu'ils sont utilisés dans les branches, au moment des négos, quand il va être question de revaloriser, parce qu'on va brandir votre document en disant « mais vous voyez bien ce que dit France Stratégie ». C'est automatique. En réalité, je pense que c'est totalement le rôle que nous, on a, service du Premier ministre, mais on va dire organisme autonome rattaché au service du Premier ministre, c'est finalement de nourrir les débats. Typiquement, pour vous prendre un exemple, nous, on est assez régulièrement auditionnés dans le cadre des négociations paritaires. On est là pour essayer d'alimenter un peu les réflexions. Et là, ces solutions, certaines sont déjà un peu identifiées. Si vous prenez la question des horaires de travail, typiquement, on sait que certaines formes d'organisation du travail vont limiter les effets un peu horaires fragmentés. Vous savez, les gens qui travaillent tôt le matin, etc. Voilà. Donc ça, certaines solutions existent. Sur d'autres, il y a un travail à faire avec les représentants des branches, les organisations syndicales, les fédérations, pour essayer d'identifier des leviers. Merci Vincent Dom, chef de projet France Stratégie, qualité de l'emploi, une question des métiers. Allez lire cette étude et pas que le digest. Allez regarder les nuages de points et la manière dont la méthodologie a été faite. C'est excessivement instructif. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Et à très bientôt de vous accueillir sur le plateau. Le cercle RH, on s'intéresse à la RSE. Alors vous allez me dire que c'est un sujet classique. Oui, mais RSE et recrutement, comment marier les deux ? C'est pas si simple et on en parle avec mes invités. C'est le cercle RH, le débat de Smart Job. Le cercle RH, le débat de Smart Job pour marier deux concepts, deux idées, la RSE, on en parle beaucoup sur ce plateau, et le recrutement. Comment on fait ? Quelle stratégie ? Quelle est la bonne stratégie, tant pour les grandes entreprises que pour les cabinets de recrutement ? Caroline Galliardet, ravie de vous accueillir. Vous êtes partenaire chez Yourside. Alors, vous ne parlez pas que des expatriés, vous faites aussi du recrutement, je le précise, parce que ceux qui suivent notre émission, vous êtes régulièrement venus nous parler de l'expatriation, de votre expérience d'ailleurs, mais on va parler recrutement aujourd'hui et RSE. Et avec nous, Jean-Claude Legrand. Bonjour Jean-Claude. Très heureux de vous accueillir. Directeur général, alors non pas des ressources humaines, ça c'est fini, c'était le 20e. Je sais que je suis attaché à différencier les relations humaines et les ressources humaines. Or, vous êtes donc le directeur général des relations humaines chez L'Oréal, groupe L'Oréal. Je vous pose la question à vous parce que L'Oréal, c'est une marque patrimoniale connue en France et mondialement. Vous avez plus de CV que de candidats à recruter. Oui. C'est une réalité. Oui. Et pourtant, j'ai lu dans certaines études là, récentes que même si vous êtes très haut placé sur ces sujets d'inclusion, de diversité, les candidats vous challengent. Ils ont des exigences de plus en plus... C'est normal et heureusement c'est une bonne chose. Mais ça dépend de quand on a travaillé, quand on a commencé à travailler sur ces questions. Par exemple, L'Oréal a travaillé sur le développement durable ou travaille sur le développement durable depuis une quinzaine d'années. Sur la diversité et l'inclusion depuis 24 ans. Cette année, même 25 ans. On va fêter les 20 ans de la charte de la diversité, par exemple. C'est dans l'ADN, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. Donc, effectivement,
c'est vrai que les clients, c'est des consommateurs ou des candidats d'ailleurs, posent ces questions et s'y intéressent, c'est une bonne chose, mais ils ne les posaient pas avant, tu vois. Et de toute façon, on est aujourd'hui dans un monde qui est compliqué par ses contradictions. C'est ce qu'on se disait avec Caroline avant. Au moment où on se parle, 75% des Français sont d'accord avec nos amis agriculteurs, mais ils sont aussi d'accord, qui est d'ailleurs le point de blocage pour que les agriculteurs n'utilisent plus de pesticides. Donc il y a un moment donné où il faut quand même régler ces contradictions. Donc par exemple, travailler dans une grande entreprise, il y a à la fois quelque chose qui attire les gens, mais il faudrait que cette grande entreprise réponde à tous les critères, effectivement, environnementaux, éthiques, de diversité et d'inclusion. Mais juste un mot, et je donne la parole à Caroline, mais c'est un absolu ce que on n'atteint jamais l'objectif. On tend vers, oui, tout à fait. Vous tendez vers. Oui, alors ce qu'on fait nous, qui est plus compliqué que font malheureusement, et on devrait être plus nombreux d'autres entreprises, c'est qu'on se fixe des objectifs très ambitieux. En matière de développement durable, donc la politique de L'Oréal qui s'appelle L'Oréal for the Future, elle a des targets à 2030 très ambitieuses en matière de carbone, en matière de consommation d'eau, en matière de biodiversité. Donc c'est difficile parce que c'est difficile de trouver du plastique recyclé. C'est difficile quand nous, par exemple, on s'intéresse à ces problèmes de développement durable. On regarde L'Oréal pas uniquement sur le scope 1 ou sur le scope 2, mais on s'intéresse aussi au scope 3. Donc quand vous rentrez dans le scope 3, on vous pose des questions. Donc ça peut être possible que des étudiants, ça m'est déjà arrivé, me posent la question de savoir... Ils se demandent plus si votre bouteille de Fructis, elle est en plastique recyclé, si on a utilisé moins d'eau pour le construire. Ça, elle dit, quand on ouvre la douche, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans les shampoings quand ils sont ensuite dans des effluents ? Qu'est-ce qui se passe dans la consommation ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est intéressant. C'est l'ensemble de la chaîne. Et en même temps, même si ce mot par moment, et en même temps, les gens consomment peu, par exemple, des shampoings solides. C'est vrai, ça ne marche pas très bien. Non, ça marche même très mal. Ouais. Mais donc voilà, c'est les contradictions du monde qui nous appartient et c'est une des difficultés aujourd'hui pour nous, entreprises, de régler. C'est-à-dire que d'un seul coup, on doit tout régler. Caroline Gagliardet, Yourside, cabinet de recrutement. Alors, on a beaucoup parlé d'IA sur ce plateau-là, ces dernières émissions, avec les lettres, voilà, ChatGPT, toutes faites. C'est du travail manuel, c'est de l'artisanat chez Yourside. Mais cette question-là, elle vous adresse aussi l'alignement entre ce que veut une entreprise, ce que demandent les candidats, avec des exigences souvent un peu incroyables, presque excessives. Comment on s'aligne là ? Comment le cabinet arrive à s'aligner ? Le cabinet s'aligne très bien. En l'occurrence, nous, on s'aligne. Le vôtre bien. Le nôtre. Bonne nouvelle. Yourside s'aligne très bien et c'est vraiment un point essentiel pour nous. C'est vrai qu'en tant que cabinet de recrutement, on est les ambassadeurs de nos clients. On est le premier point de contact avec les candidats, avec le public. On est ce premier rendez-vous avec les futurs dirigeants de l'entreprise est absolument essentiel. Il doit absolument être réussi. Et nous, en tant que cabinet de conseil en recrutement, on se doit d'être les garants des engagements. Je vais être plus précis. Là, on a L'Oréal qui est effectivement une entreprise qui va plus loin, qui va toujours plus haut, pour faire une métaphore olympique. Mais vous avez aussi des entreprises qui, globalement, ne vont pas très très loin, sont un peu en retard. Vous les accompagnez, vous leur dites ça ne passera pas avec ces candidats, ça ne pourra pas coller. Comment ça se passe, ça ? Alors évidemment, notre rôle consiste à bien comprendre les enjeux RSE de nos clients, savoir si effectivement notre client est plutôt pionnier ou plutôt à la traîne, et gérer, on va dire, le process de recrutement en conséquence et faire une sélection en conséquence. Pour une entreprise comme l'un des groupes pour lesquels je travaille actuellement sur une recherche de directeur général, on s'approche des organisations opales. Ah oui. Ça veut dire qu'on va très loin en termes de mode de gouvernance et d'organisation libérée, responsabilisante, etc. Là, bien sûr, on va sélectionner sur les compétences techniques, mais aussi sur le savoir-être, sur les convictions, et on va chercher des candidats qui ont des convictions solidement chevillées au corps pour rejoindre... Surtout pour un directeur général, c'est quelqu'un qui va embarquer, il faut qu'il soit engagé. Absolument. Sans porter préjudice aux candidats, est-ce que vous trouvez que certains vont trop loin ou est-ce qu'ils ont raison d'être aussi exigeants et de vouloir aller aussi loin ? Non, je pense que c'est intéressant d'être exigeant parce que de toute façon, par exemple, dans une entreprise comme la nôtre, on s'engage quand même pour de nombreuses années. Nous, on garde, malgré les difficultés du moment, une ambition d'essayer de développer les gens dans la durée. Pour la 4e année de suite, on va former plus de 100% de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y en a même qui sont formés 2 fois dans l'année. Donc cette idée d'être capable, tu vois, je regardais les chiffres avant de venir, on a fait 3000 mouvements d'une division vers une autre, 4000 promotions de gens. Donc L'Oréal, la fonction des relations humaines, c'est une machine à développer, promouvoir les gens. Et à faire grandir. Ouais, dans l'entreprise. Et donc c'est important. Mais l'autre chose aussi que j'avais en tête quand vous me posiez cette question, c'est qu'en fait,
souvent, on a aussi des gens maintenant qui ne veulent faire que ça. Oui. Ce qui n'est pas évident, parce que L'Oréal, c'est 94 000 collaborateurs. On a 250 personnes qui travaillent uniquement sur ces questions de développement durable. C'est à la fois énorme quand on se compare, mais en même temps, par rapport aux 94 000... À l'échelle, oui. Oui, donc c'est rien. Et donc, il faut que tout le monde ait envie de partager cette aventure. Mais pas uniquement en me disant, moi, je ne travaille dans une entreprise que si je fais du développement durable, que si je ne travaille que sur l'eau, sur les énergies renouvelables. Ce n'est pas le métier de L'Oréal, c'est un métier autour de la beauté. Maintenant que cette beauté soit encore plus responsable, il est évident qu'ils peuvent y contribuer activement. Juste d'un mot, parce que vous êtes avec nous et c'est important, c'est intéressant, Jean-Claude, de vous avoir. Il y a un effet, évidemment, pour la planète, parce qu'on entend bien, évidemment, c'est aussi la qualité des produits que l'on met sur sa peau, mais ça a aussi un enjeu sur le business, sur les marchés. Je pense que le marché, aujourd'hui, est sensible à ce que vous nous dites. Alors, en fait, c'est ce que vous dites, c'est le marché du consommateur ou du candidat, à la limite plus, parce que, par exemple, aussi une des difficultés dans la crise actuelle traversée par certains des paysans et des agriculteurs, c'est que, paradoxalement, le marché du bio, par exemple, il n'a pas explosé. Il a monté et là, il est en train de s'effondrer. Tout à fait. C'est la même chose dans les produits de beauté. Il y a eu une très forte attente du bio. En fait, les gens, ils n'attendent pas du bio. Aujourd'hui, ils attendent du naturel. Ils attendent que tout soit transformé aussi. C'est pas uniquement de se dire, là, il y a des produits, c'est pas incroyable. Par contre, cette petite niche-là, dite bio, elle est formidable. Et ça veut dire que votre business, il est impacté quand même sur ce sujet-là. Enfin, les cabinets aussi, dans leur choix de recrutement, doivent aussi embarquer les collaborateurs vers ce... Parce qu'il y a une partie du business qui n'est pas bio, qui n'est pas naturel. C'est une réflexion... Parce qu'ils veulent, eux, ce qu'attendent les consommateurs, ce qu'attendent les gens, c'est que tout le devienne, en fait. C'est pour ça que bio en tant que tel, ça n'a pas vraiment d'avenir. Mais que tout doit l'être. Vous, celle qui recrute depuis longtemps et qui a une expérience, on est quoi? On est dans un moment de bascule, de révolution, des mentalités, de la façon de vivre, la façon même d'aller et de pénétrer dans une entreprise. Est-ce que ça, vous le ressentez? Bah oui, on le ressent très fortement. Il y a une attente très forte de la part des candidats. Moi, je parle de ce point de vue-là, parce que c'est notre quotidien. Il y a une attente très forte, notamment de traiter les gens avec respect. Et la façon dont nous, on va s'adresser aux candidats, qui sont donc les futurs dirigeants ou les futurs cadres de L'Oréal, va être un indice pour ces gens-là de la façon dont L'Oréal traite ses collaborateurs. Ça va évidemment jouer. Il y a une sur quête de sens, en fait, évidente. C'est-à-dire juste dire, je vais avoir un salaire et je vais... Ça, c'est fini, ça. C'est pas suffisant. Ouais. Non, c'est une base, mais qui n'est pas suffisante. Ils veulent s'assurer que l'entreprise ait, par exemple, des valeurs éthiques extrêmement fortes, que l'entreprise soit le reflet de ce qu'ils attendent dans la société, c'est-à-dire qu'ils puissent être eux-mêmes. Être eux-mêmes parce qu'ils décident qu'ils sont indéterminés. Tu vois, par exemple, là, nous, on vient pour la première fois de permettre à nos collaborateurs, dans notre grande enquête interne qui s'appelle Pulse, de répondre anonymement sur comment ils se percevaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des centaines de collaborateurs dans le monde qui nous disent « je suis ni un homme ni une femme ». Donc maintenant, quelle politique vous mettez en place? Comment on les gère? Ou qu'est-ce que vous décidez de faire? Bien sûr. Avec le débat, vous avez vu des fameuses toilettes indéterminées. Enfin, je ne sais pas si cette question est posée sur le bureau du directeur des ressources humaines de L'Oréal. Non. Ouais. Non, parce que pour l'instant, nous, on a des toilettes déterminées et c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire que cette data, ce diagnostic qui est posé sur le bureau de vos équipes, vous amenez à réfléchir au sujet. En tout cas, à savoir que ce sont des collaborateurs qui nous disent très clairement, je ne suis ni un homme ni une femme. Pareil, on s'est rendu compte, c'est extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui, à l'heure justement des données, on pourrait rediscuter d'intelligence artificielle, qui, je rassure tout le monde, ne supprimera pas 300 millions de jobs, comme l'ont annoncé Orbi il y a un an, des grandes banques. Et dont on a parlé sur ce plateau d'ailleurs. Étude Goldman Sachs, je crois. Oui, tout à fait. Me semble-t-il. Il faut l'oublier vite. Parce que ça ne sert à rien de faire peur aux gens par définition pour vendre des trucs qui n'existeront pas. Par contre, nos jobs vont être transformés, on pourra en discuter, on travaille dessus. Non, par contre, ce qui est intéressant, on s'est aussi rendu compte dans cette étude que nous avions plus de gens qui ont déclaré qu'ils étaient en situation de handicap que ce que l'entreprise compte de gens en situation de handicap. Parce que pas déclaré. Parce que ils ne veulent pas se déclarer. Donc ça veut dire qu'on a du travail à faire sur notre capacité à inclure. Et nous qui pensions que depuis une vingtaine d'années, on avait été déjà très loin, non, désolé, il faut qu'on retravaille parce que des gens nous disent « j'ai un handicap ». Mais je ne vais pas t'en faire part. Je n'ai pas suffisamment confiance. C'est ça qu'ils nous disent. J'ai pas confiance et j'ai aussi peur du regard de l'autre. Mais parce que j'ai pas confiance. Parce que je me dis que finalement, tu me dis que je ne serai pas discriminé, mais si. Mais j'ai le risque. Et je veux pas le prendre. Donc on a encore du boulot. Mais sur tous ces sujets, le recruteur, là, c'est intéressant parce que là, on parle sur des études data anonymes, c'est-à-dire que la personne dit, moi, je donne pas mon nom, mais je suis pas déterminé. C'est presque du simple au double. Voilà, c'est nous, L'Oréal, après toutes ces années, on a à peu près 1800 personnes en situation de handicap dans l'entreprise dans le monde, et en fait, on a près de 3000
qui nous ont dit on est porteur d'un handicap, mais donc l'écart est énorme. Donc on a encore un énorme boulot à mener. Côté RSE, pour rester dans l'angle de notre sujet, même si les sujets d'inclusion sont un des éléments de la RSE, c'est des sujets qu'on n'aborde pas, ça, pendant les recrutements. Alors, Enfin, vous dites pas à un candidat, bon alors, t'es déterminé ou pas? Non. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Alors, je pense qu'en réalité, ce qui est vrai, c'est que la politique RSE d'une entreprise, elle ne concerne pas que l'entreprise en interne. Elle concerne l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Et nous, en tant que partenaire RH, on est garant de ces engagements sociétaux. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas, d'un côté, afficher des politiques RSE comme celle-ci, et d'un autre côté, travailler avec un cabinet de recrutement qui malmène et qui maltraite les candidats. C'est dissonant, ça crée un hiatus. Je vais vous donner un exemple très concret, Arnaud. Il y a 15 jours, j'étais à un dîner, une dizaine de personnes autour de la table. L'une des personnes raconte comment s'est passé le process de recrutement sur un poste de dirigeant dans une grande marque de luxe. Et il raconte Qu'on ne citera pas. Non, évidemment. Non, mais c'est Qui n'est pas nous, j'espère. Voilà, c'est ça, je voulais dire. Ah ouais, non, C'est la tradition, qu'on ne citera pas. Voilà. Il a passé 9 entretiens et il raconte comment, à l'issue du 9e entretien où il n'a pas été sélectionné, bon, bah, ça arrive. Hein, C'est un peu long quand même, ouais. Oui, mais enfin bon, voilà. Pour s'en rendre compte. On sait bien qu'à la fin, il n'en reste qu'un. D'accord. À la fin du 9e entretien, il raconte comment il n'a plus une nouvelle de personne, ni du cabinet, ni de l'entreprise. Ghosté. Absolument ghosté. Je veux dire, ça, c'est absolument pas C'est acceptable. irrespectueux. À votre tu vois avis, ça quelle a été la perception Très mauvaise. autour de toutes ces personnes autour de la table? Quelle image garde-t-il, non seulement du cabinet, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave, mais quelle image De la boîte. garde-t-il de l'entreprise et de la Alors qui a été ça, cité au C'est dîner. catastrophique. Ça, ce que dit Caroline, Conclusion. c'est conclusion, obsession de notre part dans le recrutement. Ça, c'est un sujet pour Ça vous. s'appelle la candidate expérience. Parce que vous l'évoquiez au départ, mon cher Arnaud, L'Oréal, c'est 1,3 million de CV. Ça ne sera à la fin cette année que 15 000 recrutements. Donc vous imaginez que entre ce 1,3 million de 10%. candidatures, ouais, mais il va y avoir beaucoup de gens qu'on n'aura pas interviewés. Il va y avoir beaucoup de gens. Bon. Et donc là aujourd'hui, on mène des études internes sur lesquelles c'est le point de vigilance de l'équipe de ce qu'on appelle talent acquisition, qui est effectivement ces non-réponses. Oui. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes collaborateurs. Hein. J'ai 200 recruteurs dans le monde. Je rends hommage d'ailleurs à cette équipe, à Michael Kinle qui les gère. C'est de se dire... Qu'est-ce qu'on fait de ce vivier Oui, non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vous ont écrit? Bah oui. Donc juste ne pas répondre, dire je les ai mis dans le système. Ça. C'est pas grave, j'ai fait un entretien, ils n'ont plus de nouvelles. C'est impossible. Et c'est pas impossible uniquement parce qu'on perdrait des consommateurs, tout simplement parce qu'on manque complètement dans notre devoir d'altérité. Mais même de dans notre respect, problème. Et bien puis, sûr. je ne peux pas démarrer avec vous en disant que je m'occupe de relations humaines et dire c'est pas grave, il y a 3000 personnes à qui mes équipes n'ont pas répondu dans l'année, parce qu'ils comprendront d'eux-mêmes qu'on n'a plus envie d'eux après 9 entretiens. Ce n'est pas bien que ça arrive. Malheureusement, ça arrive aussi chez moi et je fais tout pour le corriger. Merci. Non seulement ça rejaillit sur la marque employeur de l'entreprise, Oui. mais ce sont des consommateurs Ouais, potentiels. ce sont des ambassadeurs, des consommateurs et des personnes qui vont faire des dîners en ville, comme vous l'avez dit, et qui évidemment essaiment Et qui parlent. et qui parlent. Et en général, Et même peut-être sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, ce sont des gens qui peuvent s'exprimer anonymement sur les réseaux sociaux. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Partager. Chère Caroline Galliardet, partenaire Yourside, cabinet de recrutement. Et merci à Jean-Claude Legrand d'avoir fait un détour par les studios de Smart Job, directeur général des relations humaines au sein du groupe L'Oréal. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On termine avec un sujet alors, qui nous concerne tous, le personal branding. C'est le livre de Smart Job. On est un peu le produit de nous-mêmes, évidemment. Et on va en parler parce que c'est un livre qui est très, très intéressant. Et on accueille l'auteur. Le livre de Smart Job, c'est toujours un plaisir d'accueillir des autrices, des auteurs. Et on accueille aujourd'hui Marie Beauchesne. Le personal branding, quand on n'aime pas se mettre en avant, c'est le cas de pas mal de monde. Et on vous dit un jour en formation, écoute, t'as pas le choix. Il faut que tu te mettes en avant parce que tu as plein de trucs à dire et tu le fais très mal. Et Marie Beauchesne a pris sa plume. C'est la 2e édition d'ailleurs de ce livre, édition Duno, pour une communication alignée avec ses valeurs. Pour le dire simplement, on est son propre produit dans le personal branding. C'est nous que nous mettons en avant. Tout à fait. C'est un investissement sur soi. Il faut bien avoir en tête qu'on a tous et toutes une marque personnelle. La question, c'est est-ce qu'elle est correctement identifiée et valorisée? Donc ça, c'est un travail, c'est une compétence qui se développe. C'est normal de ne pas être très à l'aise avec le sujet de prime abord, mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour apporter un certain nombre de méthodologies aux personnes qui souhaiteraient mieux se présenter, mieux se mettre en avant, valoriser leur travail, leur profil. Ça concerne tous les secteurs d'activité, parce que certains disent, c'est logique, le cinéma, les métiers artistiques, la télévision, bien sûr, mais
J'ai l'impression que votre livre s'adresse à aussi quelqu'un qui peut être ébéniste au fin fond du Périgord ou un expert comptable qui se trouve en Île-de-France. Vrai ou pas vrai? Oui, tout à fait. Alors, j'ai jamais travaillé avec un ébéniste au fin fond du Périgord, mais ça pourrait. Ça peut arriver grâce à l'émission. Effectivement. Parce qu'en effet, le principe, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail est en pleine évolution. Donc, ça concerne tous les actifs. Parce que le monde où on a un job à vie, c'est terminé. Donc, finalement, le nombre de fois où on va devoir se présenter, que ça soit tout simplement un tour de table en réunion. Ça arrive au moins une fois par semaine, que ça soit pour pitcher de nouveaux clients, évidemment trouver un nouveau job, on va changer d'entreprise, on va changer de carrière, c'est de plus en plus fréquent, passer du salariat au statut d'indépendant, revenir passer de l'un à l'autre. Et donc, on démultiplie les occasions et les besoins de le faire. Vous faites une synthèse des archétypes, parce que le titre c'est quand on n'aime pas se mettre en avant, mais ça passe quand même aujourd'hui par les réseaux sociaux, le personal branding, parce que ça se faisait avant dans les dîners en ville, on l'a évoqué avant, mais c'est quand même les réseaux, quoi. C'est se mettre en avant sur les réseaux et bien se montrer. Alors, je suis très contente que vous abordiez le sujet parce que justement, c'est un raccourci qui est très fréquent et que j'essaye aussi de démonter un petit peu dans le livre parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est la partie émergée de l'iceberg en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit et donc on a l'impression qu'aujourd'hui, personal branding égale influence, visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'est pas que ça alors? Ce n'est pas que ça. Non, parce que le personal branding, ce sont toutes les techniques qui vont nous permettre finalement de se mettre en avant, valoriser une personne comme une marque à part entière. Et ça peut passer par du networking, ça peut passer par effectivement les réseaux sociaux, ça peut passer par de la prise de parole, ça peut passer par de l'écrit, de l'oral, du visuel, du digital. Bref, le champ des possibles est quand même assez large. Mais ça veut dire quand même que dans l'enseignement que vous faites, parce que vous faites du conseil et de la formation, vous l'avez dit, c'est important, il y a donc une méthodologie. Il faut d'abord réussir à quoi? Sortir les éléments distinctifs, des éléments qui vont mettre en valeur, la façon dont je vais les exprimer, c'est ça l'objectif? Absolument. Pour moi, il y a une méthodologie en fait qui est vraiment globale, qui est de commencer par bien identifier d'une part son objectif pour donner du sens à la démarche. En fait, le personal branding, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Pourquoi je veux faire du personal branding? Est-ce que c'est parce que je veux des clients? Est-ce que c'est parce que je veux une part de voix dans mon secteur? Est-ce que c'est parce que je veux un nouveau job? Peu importe, toutes ces raisons sont valables. On associe ça aussi avec finalement à qui je veux m'adresser, qui est évidemment en lien avec l'objectif, parce que se rendre visible, c'est bien, mais être visible des bonnes personnes, c'est mieux. Et dans certains cas, balancer du post sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Donc la notion d'audience est très importante. Et le dernier point que je traite beaucoup en profondeur dans le livre, c'est la notion de force individuelle. On a toutes et tous des talents différents. Savoir la faire émerger. Exactement, la faire émerger et savoir comment on va communiquer. Parce que la communication, c'est des images, c'est des mots, c'est du visuel, c'est de l'oral, c'est tout un tas finalement de manières de communiquer. C'est de l'interpersonnel aussi. Des gens qu'on connaît rencontrent une nouvelle personne, sont à l'aise immédiatement. C'est un talent qu'on peut exploiter. Donc se dire non, je vais me forcer à publier sur les réseaux sociaux alors qu'on a un talent sur le relationnel extraordinaire, c'est quand même dommage. Surtout si l'objectif c'est de trouver un job, a priori c'est plus efficace. Donc on voit bien qu'à travers ce livre, c'est quand même, vous ouvrez beaucoup de portes. C'est très protéiforme ce concept de personal branding. Ça peut effectivement être une manière de se mettre en avant à l'oral et pas seulement sur les réseaux. Et ça, vous allez l'adapter, j'imagine, et vous nous l'expliquez, en fonction des besoins et des personnalités. C'est ce qu'on entend. Absolument. Donc le fil rouge est le même pour tout le monde. Donc objectif, introspection, construction d'un socle de marque personnelle, puis stratégie de mise en visibilité, qui elle va être variable en fonction de la personne. Et donc, c'est important d'avoir en tête que personal branding, dans personal branding, il y a cette notion de personnalisation, il faut que ça soit individualisé. Sinon, on fait de l'authenticité copier-coller, c'est quand même un peu dommage. Et qu'on se sente bien aligné avec ses valeurs, c'est le sous-titre de votre livre, 2e édition, c'est dire que vous voulez arracher ce livre. Marie Beauchesne, c'est l'autrice, merci d'être venue nous éclairer, puis d'avoir tordu le cou aussi à quelques idées reçues des journalistes, vous savez ce que c'est. C'est édité chez Duno, le personal branding. Voilà, on voit la couverture. Merci Marie. Merci Arnaud. L'émission est terminée, c'est un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme à chaque fois, avec mes invités, avec vous et avec l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu évidemment. Merci à vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.